Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifiée. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je te propose un conte aux accents slaves. Il s'appelle Vassilissa la très belle. Il y a plusieurs versions de ce conte, dont par exemple celle d'un célèbre folkloriste russe du 19e siècle, Alexandre Afanassiev, mais je choisis une autre version encore, celle que propose Clarissa Pinkola Estes dans son livre « Femme qui court avec les loups », parce que je trouve que cette version traduit le mieux l'esprit de ce conte. Tu es bien installé ? Alors écoute. Il était une fois il n'était pas, une jeune mère qui gisait sur son lit de mort, le visage aussi pâle que les roses de cire blanche dans la sacristie de l'église proche. Sa petite fille et son mari étaient assis au bout de son vieux lit de bois et priaient Dieu qu'il la conduise en toute sécurité vers l'autre monde. La mère mourante appela Vassilissa et la petite fille aux bottes rouges et au tablier blanc vint s'agenouiller auprès de sa mère. « Voici pour toi une poupée, mon amour, » murmura la mère. Du dessus du lit, en laine, elle tira une poupée minuscule, vêtue comme Vassilissa de bottes rouges, d'un tablier blanc, d'une jupe noire et d'une veste brodée de fils de couleur. « Ce sont mes dernières paroles, mon aimé, » dit la mère. « Si tu perds ton chemin ou si tu as besoin d'aide, demande ce que tu dois faire à cette poupée. Tu seras assisté. Garde toujours la poupée avec toi. N'en parle à personne. Nourris-la si elle a faim. Elle te vient de ma mère. C'est ma bénédiction, ma chère enfant. » Sur ces mots, le souffle de la mère alla dans les profondeurs de son corps chercher son âme. Il lui fit franchir ses lèvres. Elle était morte. L'enfant et son père la pleurèrent très longtemps. Puis, tel un champ cruellement labouré par la guerre dont reverdissent les sillons, la vie du père connut le renouveau. Il épousa une veuve avec 2 filles. La belle-mère et ses filles avaient beau parler poliment et sourire comme de nobles dames, leur sourire était celui d'un rongeur. Et le père de Vassilissa ne s'en apercevait pas. Lorsque les 3 femmes étaient seules avec Vassilissa, elles la tourmentaient, l'obligeaient à les servir, l'envoyaient couper du bois jusqu'à ce que sa jolie peau en soit toute abîmée. Elles la haïssaient, car il y avait en elle une douceur qui appartenait à un autre monde. De plus, elle était très belle. Ses seins étaient épanouis, tandis que les leurs s'étiolaient. Elle se montrait serviable et ne se plaignait jamais, tandis que la marâtre et ses filles se comportaient entre elles comme font les rats la nuit parmi les immondices. Un jour, elles en eurent assez de Vassilissa. « Faisons en sorte que le feu s'éteigne. Puis envoyons Vassilissa dans la forêt demander du feu pour notre foyer à Baba Yaga, la sorcière. Quand elle sera devant la Yaga, la vieille la tuera et la mangera. » Et elles de battre des mains et de couiner exactement comme des bêtes qui vivent dans l'obscurité. Ce soir-là, donc, lorsque Vassilissa rentra après avoir ramassé du bois, la maison était plongée dans l'obscurité. Très ennuyée, Vassilissa demanda à sa belle-mère : « Que s'est-il passé ? Comment allons-nous préparer le repas ? Avec quoi allons-nous nous éclairer ?» La marâtre la tança.
Petite idiote, tu vois bien que nous n'avons plus de feu. Je ne peux aller dans les bois parce que je suis vieille. Quant à mes filles, elles ne le peuvent pas non plus parce qu'elles ont peur. Tu es donc la seule à être capable d'aller dans la forêt trouver Baba Yaga et lui demander de la braise afin que notre feu puisse repartir. Très bien, répondit innocemment Vassilissa. C'est ce que je vais faire. Elle s'enfuit donc. Les bois s'assombrissaient et sous ses pieds des brindilles craquaient, ce qui la remplissait de terreur. Elle plongea la main dans la poche de son tablier et trouva la poupée qui lui avait donné sa mère sur son lit de mort. Vassilissa tapota la poupée dans la poche. Rien que de toucher cette poupée, je me sens déjà mieux, se dit-elle. À chaque bifurcation du chemin, Vassilissa mettait la main dans sa poche et consultait la poupée. Dois-je aller à gauche ou dois-je aller à droite? La poupée lui disait oui ou non, ou bien par ici ou encore par là. Vassilissa lui donna un peu de pain et se laissa guider. Soudain, un homme vêtu de blanc, monté sur un cheval blanc, passa au galop et le jour pointa. Un peu plus loin, un homme vêtu de rouge passa au petit trot et le soleil se leva. Vassilissa marcha encore, et au moment où elle atteignait l'antre de Baba Yaga, arriva un cavalier vêtu de noir, monté sur un cheval noir, qui entra au petit trot dans la cabane. La nuit tomba. La barrière formée d'os et de crânes qui entourait la cabane se mit à flamboyer, éclairée par un feu intérieur, de sorte que là, dans la forêt, la clairière rougeoyait d'une lumière surnaturelle. La Baba Yaga était une créature absolument terrifiante. Elle se déplaçait non pas dans un chariot ou un carrosse, mais dans un chaudron en forme de mortier qui avançait tout seul dans les airs. Elle dirigeait ce véhicule grâce à un aviron semblable à un pilon, tout en balayant les traces de son passage au moyen d'un balai fait avec des chevelures de mort. Et le chaudron fendait le ciel, les cheveux gras de Baba Yaga volaient au vent, son long menton se recourbait vers le haut, son long nez se recourbait vers le bas, et ils se rencontraient au milieu. Elle avait un petit bout blanc et des verrues sur la peau à force de manipuler les crapauds. Ses doigts tachés de brun étaient épais, annelés comme un toit de tuiles, et si encurvés qu'elle ne pouvait fermer le poing. La maison de Baba Yaga était plus étrange encore. Elle était juchée sur d'immenses pattes de poulet jaune et se baladait toute seule, quand il se tournait pas sur elle-même comme un danseur en transe. Les poignées des portes et des volets étaient faites de doigts et d'orteils humains, et la serrure de la porte d'entrée était un groin aux nombreuses dents acérées. Vassilissa consulta sa poupée et demanda « Est-ce là la maison que nous cherchons ?» Et la poupée répondit à sa manière « Oui, c'est bien ce que nous cherchons. » Avant que Vassilissa n'ait fait un pas de plus, Baba Yaga fondit sur elle avec son chaudron en hurlant « Qu'est-ce que tu veux ?» La jeune fille trembla. « Grand-mère, je viens chercher du feu. Ma maison est toute froide, les miens vont mourir, j'ai besoin de feu. » Baba Yaga dit d'une voix cassante « Ah oui, je te connais, et je connais les tiens. Eh bien, inutile enfant, tu as laissé le feu s'éteindre. C'est trop bien mal avisé. Par-dessus le marché, pourquoi crois-tu que je vais te donner la flamme ?» Vassilissa consulta sa poupée et se hâta de répondre. « Parce que je te le demande. » Baba Yaga ronronna. « Tu as de la chance. C'est la bonne réponse. » Et Vassilissa se sentit très chanceuse d'avoir fourni la bonne réponse. Baba Yaga menaça. « Il m'est impossible de te donner du feu tant que tu n'as pas travaillé pour moi. Si tu accomplis ces tâches pour moi, tu auras du feu. Sinon,
Vassilissa vit les yeux de Baba Yaga se changer en braise rougeoyante. « Sinon, mon enfant, tu mourras !» Baba Yaga alla dans son antre en grommelant. Elle s'allongea sur son lit et demanda à Vassilissa de lui apporter ce qui mijotait dans le four. Dans le four, il y en avait assez pour nourrir 10 personnes. Et la Yaga mangea tout, ne laissant à Vassilissa qu'une minuscule croûte et un dé à coudre de potage. « Lave mes vêtements, balaye la cour et nettoie la maison. Prépare ma nourriture, sépare le froment attaqué par la rouille du bon blé et veille à ce que tout soit en ordre. Je reviendrai bientôt pour vérifier ton travail. Si ça n'est pas fait, tu me serviras de festin. » Là-dessus, Baba Yaga s'envola sur son chaudron et la nuit tomba de nouveau. Dès qu'elle eut disparu, Vassilissa se tourna vers la poupée. « Que vais-je faire ? Vais-je pouvoir accomplir ces tâches dans le temps ?» La poupée l'assura qu'elle le pourrait et lui dit de manger un peu et d'aller dormir. Vassilissa donna aussi un peu à manger à la poupée et s'endormit. Au matin, la poupée avait fait tout le travail. Il ne restait plus qu'à préparer le repas. Lorsque le soir, Baba Yaga rentra, tout était terminé. Satisfaite en un sens, et en un sens pas satisfaite du tout, parce qu'elle ne découvrait aucune faute, elle lança. « Tu as beaucoup de chance, ma fille. » Elle appela alors ses fidèles servantes pour moudre le grain. 3 paires de mains apparurent dans les airs et se mirent à la tâche. La balle volait dans la maison comme une neige d'or. Lorsque ce fut fait, Baba Yaga se mit à table. Elle mangea durant des heures et le lendemain ordonna à Vassilissa de nettoyer à nouveau la maison, de balayer la cour et de laver ses vêtements. La Yaga désigna un énorme monticule de terre dans la cour. Il y a là de nombreuses graines de pavot, des millions de graines de pavot. Je veux que demain matin, il y ait une pile de graines de pavot et un monticule de terre bien distincts l'un de l'autre. Compris ? Vassilissa manqua de s'évanouir. Ciel, comment vais-je faire ça ? Elle glissa la main dans sa poche et la poupée murmura. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Cette nuit-là, Baba Yaga se mit à ronfler et Vassilissa essaya de trier les graines de pavot. Au bout d'un moment, la poupée lui dit « Va dormir, tout ira bien. » De nouveau, la poupée se mit au travail. Et quand la vieille femme revint à la maison, il ne restait plus rien à faire. « Bien, bien !» s'exclama Baba Yaga d'une voix sarcastique. « Une chance que tu aies pu en venir à bout !» On va s'arrêter là, on lira la seconde partie du conte dans 15 jours. Je te propose déjà d'analyser ce qu'on vient de lire. Dans ce conte, il est question de l'intuition. Victor Hugo disait « C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. » J'aime vraiment beaucoup cette citation. L'intuition est représentée dans ce conte par la petite poupée que la mère de Vassilissa lui avait donnée avant de mourir. Cette petite poupée, qui reste cachée dans la poche de la jeune fille, la guide partout en toutes circonstances. En fait, c'est le don le plus précieux qu'une mère puisse faire à son enfant et lui permettre de se connecter à son intuition. Autrement dit, se faire suffisamment confiance pour avancer dans la vie. Et la vie n'est pas toujours tendre. Vassilissa tombe sur une belle famille qui ne veut pas d'elle. Tout le monde la haïssait dans cette maison. Et est donc en train de grandir dans un environnement très 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 hostile. Et elle va devoir apprendre à naviguer là-dedans. Au début, la jeune fille est en suradaptation, on va dire ça comme ça. Elle fait tout ce que sa belle famille lui demande. Enfin, c'est pas, ne lui demande pas, mais exige d'elle plutôt.
elle ne se plaint pas, ne dit rien. C'est souvent la première réaction lorsqu'on est dans un milieu comme celui-là. On va commencer par nous suradapter. On est en mode survie. Et Vassilissa est aussi donc en mode survie. De toute façon, pour l'instant, elle n'a pas encore fait ses armes pour agir autrement. Mais elle a un atout de taille, cette petite poupée qui la connecte à son intuition. Puis les choses commencent vraiment à se corser un peu plus pour la jeune fille. Elle fait tout pour s'adapter encore plus. Elle est vraiment trop gentille, trop aimable, elle en fait trop. C'est normal, elle veut se faire accepter. Mais elle ne l'est toujours pas, quoi qu'elle fasse. Et en fait, elle ne sera jamais acceptée par cette belle famille. Mais elle n'est pas encore prête à le comprendre, ni à l'admettre. Donc, cette fois-ci, on va vraiment très loin, on l'envoie chercher du feu chez Baba Yaga, la redoutable et terrifiante sorcière qui habite dans les bois. En gros, la belle famille a l'intention vraiment de se débarrasser de Vassilissa pour de bon. Mais la petite poupée rassure la jeune fille et la guide dans les bois jusqu'à l'endroit où habite cette vieille sorcière. Vassilissa va suivre son intuition, cette petite voix, cette petite poupée qu'elle a au fond d'elle. On pressent en fait, je dirais même on sait, que ce voyage sera bénéfique pour Vassilissa, même si c'est totalement terrifiant. Parce que c'est un voyage initiatique. Et un voyage initiatique, ça n'est jamais juste comme ça une promenade dans la forêt. C'est du costaud. Son intuition l'a amené jusque-là. Très bien. Maintenant, c'est Baba Yaga qui va prendre le relais. Cette intuition, cette petite poupée dans la poche de Vassilissa, c'est une intuition qui n'est pas encore très mature, ni très puissante. Mais bien sûr, elle sait faire des choses, elle sent des choses, elle fait beaucoup de choses. Mais elle sait accomplir des tâches très ardues. Elle peut guider la jeune fille dans la forêt, et heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Et Vassilissa aura tout intérêt à garder cette petite poupée toujours dans sa poche. Mais là, on a besoin d'une puissance tout autre. Parce qu'en fait, le moment est venu pour la jeune fille de franchir une autre étape, vraiment une étape cruciale. Et quelle est donc cette étape ? Mais c'est de grandir. Ou mieux encore, je dirais, devenir une personne adulte à part entière. Arrêter d'être cette jeune fille trop gentille, trop adaptée, trop adaptable, corvéable à merci, qui finalement, quelque part, on pourrait dire, se tient à genoux devant cette belle famille. Là, la vie lui propose, même la vie lui ordonne, de se mettre debout, de se tenir debout dans sa vie, devant les autres. Ça, c'est une sacrée étape. Et en fait, il n'y a que Baba Yaga qui puisse aider ici. Parce que là, il faut des gros moyens. Et la petite poupée, seule, ne suffit plus. Mais pour rencontrer Baba Yaga, eh bien, il faut s'aventurer dans la forêt. Tiens, justement, comment on se tient debout dans sa vie ? Ça n'est pas parce qu'un jour on décide, tiens, j'en ai marre de vivre comme ça, je vais devenir adulte, à part entière, me tenir debout dans ma vie. C'est pas parce qu'on le décide que ça va tout de suite marcher. Non. La condition ici, c'est de se connecter à son intuition. Pour ça, il y a tout un processus et on n'y échappe pas. C'est tout un chemin, c'est ça le parcours initiatique en fait. Et voici les 5 étapes sur le chemin, ou les 5 clés si tu préfères, que le conte nous livre. La première clé, il faut s'aventurer dans la forêt, sortir dans les bois. J'aime beaucoup ce que dit Pinkola Estés, je crois que c'est aussi dans ce livre « Femme qui court avec des loups ». Si tu ne vas pas dans les bois, rien jamais ne t'arrivera. Jamais ta vie ne commencera. Va dans les bois, va. Autrement dit, il faut prendre des risques, s'aventurer, sortir du cocon, sortir de notre zone de confort, entreprendre quelque chose. Savoir écouter en fait notre petite voix, notre intuition, lorsqu'elle nous dit de partir. Tu vois, une créature domestiquée qui ne connaît pas la forêt, elle ne sait pas se débrouiller. Elle ne connaît pas le monde extérieur, n'est pas connectée à son intuition non plus. Donc Vassilissa sort dans les bois pour aller chercher du feu chez Baba Yaga. La deuxième clé, c'est nourrir son intuition. Autrement dit, prendre soin de soi, de ses projets, de ses rêves.
de ses désirs, laisser la place pour ces choses-là. En fait, s'écouter. Mais s'écouter pas dans le sens se plaindre tout le temps, mais dans le sens écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce que notre corps nous dit, ce que notre âme nous dit, ce que notre petite voix nous dit. Nourrir ce qu'il y a de vivant en nous. Se poser vraiment la question, mais qu'est-ce qui me nourrit dans la vie? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Et aussi de façon plus terre à terre, si notre corps nous dit « repose-toi », mais il faut l'écouter. Une créature épuisée n'avance à rien. Et surtout dans des moments charnières, là où il faut beaucoup plus de nourriture, encore plus de soins, encore plus de repos. Tiens, regarde, Vassili, ça nourrit tout le temps sa petite poupée. Et la poupée la sert bien. Et tu as vu l'appétit de Baba Yaga? Tout ce qu'elle est capable de dévorer, le conte nous fait comprendre, justement que, mais une fois engagé sur ce chemin initiatique, comme Vassilis, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture, si on veut avancer et se procurer l'aide de Baba Yaga, parce que Baba Yaga a l'appétit féroce, mais parce qu'il lui faut énormément d'énergie pour accomplir de grandes choses. Et quand on est dans un voyage initiatique comme ça, on va accomplir de grandes choses, nous aussi. Voilà, donc ça c'était la deuxième clé. Alors maintenant, la troisième clé. La troisième clé, c'est nettoyer, purifier, mettre de l'ordre dans sa psyché, autrement dit. Tu te souviens, Baba Yaga demande à Vassilis de laver son linge et de nettoyer sa maison. C'est un travail essentiel. Autrement dit, c'est là où on va remettre les choses au goût du jour. Mettre à jour nos valeurs, nos désirs, nos limites, nos amis, nos priorités dans la vie, tout ça. Nettoyer, organiser, ranger, pour clarifier, en fait pour y voir plus clair. Si tout est brouillé, on n'entend pas la voix de l'intuition. Le signal est brouillé. Donc la troisième clé, nettoyer, purifier, mettre de l'ordre dans sa psyché. La quatrième clé, c'est trier les petites graines. Oui, encore. On a vu ça déjà dans le conte Cendrillon. Dans plusieurs contes, on trouve cet exercice de trier les petites graines. Trier les petites graines, c'est faire un travail de discernement. Analyser, faire la part des choses pour décider. Savoir couper, jeter, se séparer. Comme Vassilis, qui va jeter les morceaux de terre pour ne garder que les grains de pavot. Décider ce qu'on veut cultiver dans sa vie et ce qu'on veut abandonner. Décider tout ça en suivant son intuition. Et la dernière clé, tout aussi importante, c'est mettre un peu de folie dans sa vie. Un peu de chaos. Pas une vie trop bien rangée, non. Pas de rigidité, pas de crispation. Chez Baba Yaga, justement, c'est de la folie. C'est le bazar, en fait. Ça circule, la maison à pattes de poule qui danse. Le conte nous dit d'ailleurs la balle volait dans la maison comme une neige d'or. Il n'y comprend rien, mais est-ce qu'il faut vraiment comprendre? Ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a une énergie, il y a un peu de folie, comme ça danse, ça bouge. Voilà. Comme disait Nietzsche, il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Se décrisper, accepter que sa vie puisse être un peu désordonnée, accepter de ne pas tout contrôler, accepter qu'il y ait ce grain de folie, accepter l'imprévu aussi, pour que quelque chose de nouveau puisse émerger et pousser. Si tout est rigide, organisé, ordonné, trop ordonné, rien ne peut émerger. Et puis, écouter son intuition, bien sûr, qui nous dira si cette nouvelle chose est bonne pour nous, pour notre croissance et pour notre épanouissement. Voilà, ces 5 étapes appliquées à une personne. Mais ces 5 étapes ou ces 5 clés sont les mêmes pour un groupe, pour un collectif, pour une équipe. Si on ne les applique pas, ils deviennent les 5 pièges. Tiens, on va prendre des exemples de pièges quand les 5 clés du conte ne sont pas appliquées. Par exemple, une équipe avec un chef surprotecteur qui la coupe du reste de l'entreprise et du monde, cette équipe n'avancera pas. Il faut s'aventurer dans les bois. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient peur de postuler pour d'autres postes et au sein de la même entreprise parce qu'ils ne voulaient pas sortir du petit cocon de leur poste actuel dans lequel ils ont peut-être passé, 10 ans.
et où d'ailleurs ils ont fait le tour de tout ce qui est possible et imaginable. C'est un peu sclérosant, non? Une équipe où toutes les décisions, par exemple, se prennent avec un fichier Excel. Moi, j'ai vu des équipes comme ça. On prend des décisions comme ça pour se rassurer, je sais pas, ou dans cette équipe, en fait, on ne s'interroge jamais sur ce que l'intuition des uns et des autres pourrait dire. Cette équipe, finalement, se prive d'une ressource très, très riche, très intéressante. Et on aura toujours besoin de chiffres, on est d'accord, pour appuyer, pour prouver, pour démontrer. Mais cultivons cette petite voix qui nous parle. Elle peut ouvrir pas mal d'opportunités nouvelles. Ou une équipe qui ne balaye jamais devant sa porte, ne nettoie pas, autrement dit ne se remet pas en question ni au goût du jour. Cette équipe n'évolue pas non plus. Une équipe qui n'a pas le temps de prendre du recul, réfléchir, analyser, discerner, décider. Qui ne trie pas ses petites graines. Mais il reste toujours dans en action, en mode hamster sur la roue. Cette équipe s'épuise. Son feu s'éteint. Peut-être des burn-out arrivent. Une équipe où il n'y a pas de nourriture, qu'elle soit intellectuelle, morale ou physique, cette équipe dépérit. Si on s'ennuie au sein de cette équipe, mais c'est un manque de nourriture intellectuelle. Si on se fiche les uns des autres, c'est une disette morale ou psychologique. Et si on s'épuise sans s'écouter, ou si on ne sait pas prendre le temps pour se reposer, pour prendre soin de soi, c'est la fatigue physique. Et on n'ira pas très loin si on est fatigué. Et pour finir, une équipe où règne le conformisme, où tout le monde se prend trop au sérieux, où il n'y a pas de fun, sans parler d'un grain de folie, eh bien cette équipe ne peut pas contacter sa créativité ou l'innovation. Voilà. Alors, je te propose de faire un exercice pour voir comment ces étapes s'appliquent à toi. Est-ce que tu t'es aventuré dans les bois récemment? Autrement dit, qu'as-tu entrepris récemment qui demandait un peu de risque, qui te demandait de sortir de ta zone de confort? Ça, c'est la première question. La seconde. Comment est-ce que tu t'écoutes et te nourris? Ton corps, tes ressentis, tes besoins. La troisième. Quelles sont tes nouvelles valeurs et tes nouvelles priorités dans ta vie? Quand tu seras en train de les énoncer ou, je ne sais pas, les noter dans ton journal, fais attention à ce que tu ressens justement dans ton corps, au fond de toi. Peut-être ton intuition a quelque chose à te dire là-dessus. Quatrième, est-ce qu'il y a, à ton avis, des choses à trier, à décider dans ta vie en ce moment? Au niveau de ton mode de vie, de tes habitudes, de tes relations, de tes priorités. Décider, trancher. Réfléchis. Et la dernière, pour finir, dans quel domaine de ta vie tu penses que tu devrais insuffler un peu de chaos, un peu de fun, pour rendre les choses plus souples, moins crispées, moins rigides? Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau compte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son compte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.